Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs et bienvenue sur la Affranchi. Je suis au Cameroun, je suis venu au Cameroun pour un événement inédit, Ethereum Cameroun, ok? Cela aura lieu demain samedi 25 novembre, ok? Et si vous êtes à Douala, en tout cas si vous êtes au Cameroun, c'est un événement à ne pas manquer, ok? Vous aurez l'opportunité, surtout l'opportunité du networking, l'opportunité de créer des contacts avec les experts du domaine, ok? En plus, vous aurez l'opportunité de découvrir en profondeur les opportunités qui existent au niveau de la blockchain, comment développer dans la blockchain à travers des workshops, des petits séminaires, et aussi, vous aurez l'opportunité de savoir dans quel projet investir, comment se préparer pour le bourron, les stratégies d'entrée et de sortie. Oh, ok, c'est une opportunité à ne pas manquer. Si vous êtes à Douala, si vous êtes au Cameroun, vous devez y participer. Ok, c'est un événement inédit. Il n'en a jamais eu en Afrique francophone. Ok, c'est pour ça que je suis au Cameroun. Néanmoins, aujourd'hui, j'aimerais parler des échanges en général et surtout de la situation de Binance, ok? Parce que certains de vous interagissez ou bien faites des transactions à travers Binance. Est-ce que vous devez vous en inquiéter? Je vais en parler. Le plus souvent sur ces chaînes, ce qu'on préconise, c'est de ne jamais laisser vos cryptos actifs sur les échanges, ok? Parce que ces échanges-là, le plus souvent, n'ont pas ces cryptos actifs-là. Certains échanges ne sont pas liquides. Et à travers cette vidéo aujourd'hui, je vais vous apporter une certaine éducation et aussi des faits, des facts et aussi vous préparer, vous préparer à la gestion des risques. Parce que investir dans les cryptos ou tout genre d'investissement nécessite aussi la compréhension de la gestion des risques. L'investissement est un ensemble, OK? C'est tout un programme. Ce n'est pas juste se positionner dans un actif, se faire des millions et croire que c'est suffisant, OK? Il est, comme je le dis le plus souvent, il est facile, il est plus facile de s'enrichir que de demeurer riche, OK? Il y a des milliardaires qui sont devenus pauvres. Donc, ça demande une certaine éducation, ça demande une certaine gestion des risques, ça demande une certaine planification. Je vais couvrir l'événement des échanges aujourd'hui et il est important, les gars, de ne jamais laisser vos actifs sur les échanges. Il peut arriver que vous laissez un peu d'actifs pour des transactions journalières, pour des positionnements rapides et autres, mais à long terme, il ne faut jamais le faire. OK? Il faut être extrêmement prudent. Nous allons couvrir d'abord le cas des Binance et aussi des échanges qui ont fait faillite, des échanges qui existent depuis 10 ans qui font faillite. Il n'y a pas que juste FTX, il y a Bitrex, il y a plusieurs. OK? Je vais couvrir ces éléments dans cette vidéo. Maintenant, je vais vous montrer la liste des échanges qui sont allés en faillite et cette liste n'est pas exhaustive. OK? Comme vous pouvez le voir, il y a environ, depuis 2009, plus de 16 échanges majeurs, grands échanges qui sont allés en faillite. Par exemple, récemment, il y a Bicrest. Bicrest existe depuis plus de 12 ans, OK? Ils ont ils ont déposé une demande de faillite, ce qu'on appelle Chapter 11, et ils avaient un déficit d'1 milliard de dollars. Et si vous allez dans les vous allez voir des transactions, mais le plus souvent, ces transactions sont fake, ok? Ils n'ont pas de crypto-monnaies pour supporter ces transactions-là. C'est pour ça qu'avec les ETF, il y a un peu plus de sécurité. Quand les entreprises, par exemple, comme BlackRock demandent les ETFs, c'est parce que pour avoir un Bitcoin en ETF, dans un contrat, il faut aller acheter dans les échanges ou bien miner un vrai Bitcoin, OK? Donc, les ETF apportent en quelque sorte une certaine sécurité parce qu'il y a des outils en profondeur pour pouvoir vérifier que le underlying asset, le contrat, correspond à un achat de l'underlying asset, OK? Ça peut être le Bitcoin, ça peut être un investissement immobilier autre. Donc, il y a plus de sécurité dans ce sens-là. Et vous savez tout ce qui s'est passé avec XTX. Vous avez un déficit de 10 milliards de dollars avec Sam Bankman-Fried qui a fait ce que vous savez. OK? Il ne faut jamais faire confiance aux individus. Il y a Genesis qui a aussi fait le Chapter 11 avec 3,5 milliards de dollars. Les gens peuvent aussi poser quoi le Chapter 11, c'est quoi le Chapter 7. Le Chapter 11, en quelque sorte, aux États-Unis, quand les entreprises déposent leur faillite, ils ont, je pense, deux choix. OK, il y a le Chapter 7. Le Chapter 7, ça veut dire qu'on cesse totalement les activités, on ferme l'entreprise, on plie bagage et on disparaît du système économique. OK, avec le Chapter 11, il y a le plus souvent
un transfert de la gestion de l'entreprise actuelle qui fait faillite à une tierce personne qui a peut-être la confiance des investisseurs pour pouvoir continuer à essayer de réhabiliter l'entreprise. C'est ça la différence entre le chapitre 11, le chapitre 11 et le chapitre 7. Et vous avez plus d'autres informations, vous pouvez commenter. Bon, ceci vient de ma formation dans le passé, de mes informations dans le passé, OK? Donc, c'est un peu ça la différence. Maintenant, il y a le chapitre 15. Ça, c'est écrit AO Capital. Il y a Voyageur, il y a BlockFi, il y a Celsius. Celsius, ce qui est un peu surprenant, c'était une entreprise qui était vraiment rentable pendant le bull run, qui malheureusement, avec la faillite je pense que les a beaucoup affectés, c'était la faillite de Luna. OK? Luna a mis complètement Celsius à terre. Ils avaient un fort investissement sur Luna, surtout au niveau des UST. OK? Qui aussi, le groupe salarié affranchi, comme je vous l'ai dit, sur ces chaînes, a perdu beaucoup d'argent sur Luna. Donc, ça, c'est la liste des entreprises qui, en quelque sorte, des échanges qui ont fait faillite. Et surtout, il y a Quadriga, c'est une compagnie canadienne. Et aussi, le groupe salarié affranchi a perdu beaucoup d'argent sur cet échange-ci. Mais l'avantage avec Quadriga, c'est que c'est avec ça que nous avons eu l'opportunité de faire des échanges, des achats des crypto-monnaies dans les années 2014-2015. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges au Canada, malgré le fait qu'on ait perdu beaucoup d'argent sur ça, mais grâce à Quadriga aussi, nous avons pu avoir accès à certains cryptos actifs. OK? Ce qui a vraiment secoué, OK? Ce qui a vraiment secoué le monde des crypto-monnaies, c'était Mongoose. OK? Mongoose, c'était l'un des premiers échanges de cryptos actifs à exister dans les années 2010-2011. OK? Il n'y avait pas d'échange, les gens devaient miner. OK? Comme aujourd'hui, vous venez vous acheter sur les échanges, vous faites les P2P, tout devient facile. Ce n'était pas comme ça le cas avant. OK? Il fallait miner. Il fallait comprendre des codes, faire du mining pour pouvoir aller voir les crypto-monnaies. Et quand Mongoose naissait en quelque sorte le premier échange qui naissait, et les gens faisaient des transactions, lui aussi, ces gens-ci avaient frappé presque 200 000 bitcoins. OK? Donc, et puis, les responsabilités, du moins les gouvernements et comment on peut dire ça? Il y a eu coup légal contre ces entreprises-là, il y a eu saisie et puis les gens aujourd'hui essaient de rentrer en possession de leurs bitcoins. C'était à l'époque, le bitcoin coûtait quoi? $100. Aujourd'hui, le bitcoin coûte environ $40 000. Vous comprenez un peu combien d'argent les gens auraient perdu. OK? Donc, quand vous déposez vos sous dans ces échanges-là, il faut faire attention. Maintenant, l'actualité du jour, c'est quoi? C'est les gens se posent les questions. Est-ce que Binance va finir comme FTX? J'ai dit non. OK? Les réalités sont différentes. OK? Les réalités sont totalement différentes, mais néanmoins, ceci demande toujours de la prudence. OK? Ceci demande de la prudence et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez certainement vous poser la question, quelle est la différence entre le cas de FTX, Sam Bankman-Fried et CZ de Binance, OK? C'est deux cas totalement différents. Dans le cas de Sam Bankman-Fried et FTX, c'était du scam bien organisé. Ce n'était pas différent de l'IEBLIMA, OK? C'était vraiment structuré pour scammer, OK? Pour entrer en possession des dépôts des investisseurs, OK? Ces gens-là, c'était accaparer des investissements des individus pour des fins personnelles. C'est ça la différence. Avec le cas de Binance, la différence est liée au fait que Binance est un peu impacté parce que son CEO, qui était CZ, a en quelque sorte refusé de respecter les réglementations en vigueur par rapport à la gestion des actifs, OK? Des securities, OK? Donc, dans le cas de Binance, qui est la plus grande forme, bon, comme je vais le traduire rapidement, Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, versera plus de 4 milliards de dollars aux autorités américaines après avoir admis des transferts d'argent non autorisés, des violations des sanctions et avoir délibérément omis de mettre en place des protections contre le blanchiment d'argent, ont annoncé mardi les fédéraux. Donc, dans le cas de Binance, ils sont un peu impactés parce qu'il y a ce refus-là
OK? Donc, l'intention, c'était de contrecarrer les lois en vigueur pour faire le business. Et dans le cas des FTX, c'était jusqu'à bien organisé, bien structuré. C'est pour ça que Bankman-Fried a été mis en prison à vie. OK? Et CZ doit verser 50 millions de dollars personnellement pour pouvoir se défaire du moins pour pouvoir se protéger contre contre les poursuites judiciaires. OK? Et aussi, c'était une très bonne décision pour CZ de step down, de se retirer comme CEO parce que sa réputation a été impactée. Et aussi, il y a ce qu'on appelle en gestion management hubris. Management hubris, ça veut dire quoi? Vous allez voir peut-être des ingénieurs qui sont talentueux, qui créent un projet. OK? Ils créent un projet. Et quand ils créent un projet, ils développent une idée, ils mettent cette idée en pratique, ils créent une entreprise et ils veulent gérer cette entreprise-là. Souvent, quelqu'un qui crée quelque chose n'est pas forcément un bon gestionnaire. Il est souvent bon de transférer ses compétences à quelqu'un qui a ses compétences, qui a ses potentiels, ses compétences pour pouvoir gérer. OK? Donc, le fait que si step est une bonne chose, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui peut bien gérer Binance de façon à respecter les réglementations à vigueur. OK? Un gestionnaire averti, quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine ferait un meilleur travail que CZ. Donc, le fait que CZ step down est une bonne chose pour les crypto-monnaies. Et en plus de ça, il faut comprendre que le balance sheet des CZ est solide. Ils ont ce qu'ils appellent proof of reserve. Vous rapidement. Je vais laisser par partager les proof de réserve avec vous. Aussi, il faut faire vos recherches personnelles, comprendre ce que c'est les proof of reserve parce que ça vous permet d'apporter une certaine confiance à certains échanges, de ne pas juste se fier au bavardage, au bruit. Il faut faire ces recherches-là pour comprendre en profondeur ces proof of reserve-là. OK? Un instant, je vais partager mon écran. Bon, voici, je vais partager le lien en description. Voici un site qui parle un peu des proof of reserve. Voici un peu l'indicatif. Les actifs valeurs nettes indiquées correspondent à la valeur des jetons détenus dans les adresses de portefeuille fournies par les échanges sur les blockchains que nous prenons en charge. OK? Il ne s'agit pas d'une déclaration exhaustive, complète ou détaillée des actifs ou des réserves réelles détenues par la bourse au nom des utilisateurs ou des clients. OK? Ou clients. Regardez un peu le cas de Binance. OK? Voici l'allocation des jetons. Voici leur valeur nette, 63 milliards de dollars. Et ils ont pour le BSUDT qui correspond en quelque sorte au dollar américain, il y a 33%. USDT, ils ont 21% de détention. Le Bitcoin, ils ont 10% de détention. Les BNB, 9%. Ethereum, 9%. Et les autres, 15%. Vous voyez que en termes de liquidité, ça représente, si vous faites 33% et 21%, donc ça fait plus de 54% déjà détenu en dollars américains, qui est déjà quelque chose en termes de liquidité. OK? Et descendons un peu dans le cas de OKX, qui est aussi un grand échange. Leur valeur totale est 5 milliards de dollars. Et c'est la même chose. Les USDT, ils ont 45 millions, 45%. Le Bitcoin, 26%. L'USDC, 5%. Vous voyez qu'en termes de liquidité, quand ça veut dire dollars, ça représente plus de 50%. Et si vous descendez un peu sur KuCoin, KuCoin, ils ont une valeur nette de presque 2,6 milliards. Et le USDC représente 28%. Ils ont leur KuCoin stock qui représente 19%. Vous regardez, bon, ce qui m'intéresse, c'est le USDC et le USDC. Ils ont environ 38% de liquidité en termes de US, ce qui ne représente pas grand-chose, mais qui pourrait leur permettre de gérer une crise un peu rapidement. OK? Il y a Crypto.com aussi. Vous voyez, le USDT, c'est 6%. Le Bitcoin, ceux-ci sont plus orientés crypto. Ceci m'inquiéterait un peu, quoi, parce que c'est vrai que le Bitcoin, ils ont eu un fort apport de Bitcoin, mais en termes de liquidité, le plus souvent, le USDT, le USDC, c'est plus liquide, c'est l'argent direct, quoi. Donc, il faut faire vos analyses par vous-même pour comprendre, OK? Regardez un peu le cas de Bitcrest qui vient de faire faillite, OK? Oh, ça, c'est Bitfinex. Oh, désolé, les gars, c'était Bitcrest. Bitfinex, ils ont aussi un apport un peu plus orienté vers le Bitcoin.
le USDT ne représente pas beaucoup dans ce sens-là. OK? IOB, je pense aussi que c'est une chaîne aussi beaucoup utilisée. Le USDT, c'est 22% de leur portefeuille, de leur réserve. Ce qui représente aussi quelque chose de bien. Beaucoup de gens utilisent Bitfinex, c'est quoi ça? Bybit pour faire leur transaction de trading. Vous voyez, le USDT représente presque 39% de leur truc et le USDT représente 16%. Ça, c'est du solide en termes de liquidité. Donc, il faut faire ces analyses-là pour comprendre un peu quelle est la force de ces échanges-là. Mais néanmoins, ceci ne vous garantit pas qu'ils ne peuvent pas faire faillite. Okay? Ce sont les humains qui les gèrent, ce sont les trucs centralisés. Et comme je vous ai dit, ne faites jamais confiance à personne, sauf en vous, OK? Parce que chacun de nous avons nos potentialités et il faut juste se développer, OK? Donc, c'est un peu en ce qui concerne les échanges. Dans le cas de Binance, comme je le disais, c'est une entreprise solide, OK? C'est une entreprise vraiment solide. Et le fait que s'ils y steppent dans n'est pas une mauvaise chose, OK? Management Hubris, ne l'oubliez pas, vous pouvez être un bon technicien et ne pas être un bon gestionnaire. Donc, il est souvent bon de laisser les personnes avec ces compétences-là prendre en charge certaines responsabilités. Donc, est-ce qu'il faudrait s'inquiéter de Binance? Je ne pense pas. Regardez un peu au niveau des échanges pour voir comment Binance se comporte. Allons un peu sur CoinGecko. Vous voyez que malgré ces annonces sur Binance, il y a depuis mardi, vous voyez que le BNB n'a pas perdu beaucoup de valeur. Hein. Le BNB n'a pas perdu beaucoup de sa valeur, parce que de plus en plus, les personnes qui sont dans les cryptos actifs sont des personnes informées, des personnes éduquées. Et à travers des chaînes comme Salaya Affranchi, des grandes chaînes, par exemple, comme, comment on appelle, Crypto Banter et autres, vous voyez, les gens comprennent de plus en plus qu'on ne s'affole pas totalement. Quoi. Vous voyez, Binance n'a pas perdu beaucoup, environ peut-être 5% de sa valeur. Avec le cas de FTX, c'était descendu comme une flèche, quoi. Ça allait presque à zéro. Avec le cas de Luna et autres, vous voyez, quand c'est vraiment la fraude, les gens sont en alerte, les gens sont prudents. Donc, cela aurait eu un impact sérieux sur le prix des BNB. Vous voyez que ça n'a pas été le cas parce que le fait qu'ils step down n'est pas une mauvaise chose. Le fait qu'ils acceptent de payer leurs pénalités et de se mettre en règle avec les lois américaines, c'est une très bonne nouvelle. OK? Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est des questions, vous savez comment me joindre. Et surtout, n'oubliez pas demain l'événement Ethereum Cameroun. Ça sera fantastique. OK? Les gars, il faudrait être là. Je serai là présent. Okay? Je suis au Cameroun, je suis chez moi au Cameroun là. Les gars, je serai présent. Ça ne sera pas virtuel. Et si vous voulez en créer un networking avec moi, ça sera une opportunité immense. Quoi. On pourra parler des cryptos, des opportunités. Pour le prochain bull run qui a s'annoncer, les gars, que ça sera sous-férique. OK? Soyez présents. Ciao.